C'est quoi la dédicace là? L'énigme du sphinx a pris forme dans les rideaux de jungle. La vie est un possible bougeant, en amitié doigt glissant. Midi, le tumulte en creux du morne besoin d'air. Et puis là-haut, il a mis l'orage du feu de la ravine. Et ça, je comprends pas ce qu'il a vraiment. Et là, ça c'est une sorte de sphinx, quoi. À l'époque, il faisait pas encore. Par contre, la petite spirale là était déjà présente, quoi. Hmm. Mais je sais pas en quelle année il a fait ça, 1980, je sais pas. Parce que je l'ai depuis 81. J'étais en France, j'étais en exil en France et j'ai lu, je crois que j'ai lu dans Le Monde une interview d'Edouard parlant du discours antillais. Je crois que c'est dans Le Monde. Et je me souviens, j'habitais en banlieue sud. Et je me suis précipité à Paris à la FNAC, à la rue de Rennes, pour aller chercher l'objet. Je me souviens de. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques du livre, c'est que c'est vraiment un très très bel objet. C'est pas l'épaisseur, déjà c'était impressionnant, et puis toute la forme, la sculpture de Cardenas, la couleur, c'est vraiment magique. Et je me souviens du contact avec l'objet lui-même, le discours antillais, c'était aussi important que le contenu. Et bien sûr, avec tous les livres qui pour moi étaient déterminants, importants, euh, je les recouvert avec du papier renforcé parce que je m'intéressais beaucoup à la reliure à l'époque et je reliais un peu les livres qui étaient importants pour moi pour être sûr de ne pas les perdre et qu'ils vieillissent avec moi, quoi. Et bon, ça c'est le cas, quoi. C'est magnifique. Et en fait, il l'a signé bien longtemps après, quoi. Alors en 81, j'étais en train d'écrire Chronique des Sept Misères. Alors Chronique des Sept Misères, c'est mon premier roman et c'est véritablement le premier roman que j'écrivais depuis l'âge de 12 ans. Mais Chronique des Sept Misères, c'est vraiment quelque chose qui m'a été inspiré par la lecture de Malmort. J'avais lu Glissant, mais sans trop d'accroche. Glissant était très hermétique, très opaque, presque inaccessible. Hein, et la dernière lecture que j'avais faite, celle qui avait un peu précédé mon départ en France, c'était Malmort qui m'avait vraiment dérouté, quoi. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment militant anticolonialiste. Je cherchais des solutions, des recettes, de l'action, enfin des mots d'ordre, un peu comme la négritude nous avait habitués à des choses un peu manichéennes, un peu simples. Et là, je sombrais avec Malmort dans une sorte de choses illisibles concernant les Antilles. Toutes les Antilles étaient là, c'était très présent, mais c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas l'air de s'intéresser à la résistance à la colonisation. Ça me paraissait pas, c'était pas évident, quoi. Je cherchais plus de simplicité. Donc j'avais mis ça de côté. Et lorsque j'ai véritablement commencé à écrire, à chercher un petit peu ce que j'allais dire, j'ai repris Malmort en France. Et à ce moment-là, avec la distance, les souvenirs, etc., il y a une sorte de cristallisation qui s'est faite et Malmort m'a paru complètement évident. Et Malmort a donné naissance à Chronique des Sept Misères. Et pendant que je suis en train d'écrire Chronique des Sept Misères, hop, j'entends parler du discours antillais. Et là, je plonge pour récupérer le livre. Parce que lorsqu'on commence à écrire, lorsqu'on est antillais, qu'on commence véritablement à se poser des questions d'écriture et de littérature, euh, on, on, une fois qu'on est sorti, parce que moi j'ai eu toute ma période de négritude, j'ai fait ma négritude, je récitais Césaire à tout bout de champ, etc. Mais lorsque j'ai commencé à écrire et qu'il m'a fallu me confronter à ces problématiques de langue, notre langue créole, langue française, qu'est-ce que ça veut dire que d'être antillais, mais quelle est notre histoire, qui sommes-nous, quels sommes-nous, toutes ces questions très très profondes, euh, progressivement éloigner la négritude et ouvrait la porte à une nouvelle conscience, quoi, une nouvelle nécessité. Et la nouvelle nécessité était très largement remplie par le Malmort, le glissant. Et quand ça arrive, ça c'est génial parce que à ce moment-là, on a une réalité antillaise qui avait été d'une certaine manière éliminée, étouffée, qui n'a pas été prise en compte de manière scientifique.
elle avait été prise en compte de manière identitaire et culturelle, parce que la colonisation nous a imposé je dirais, le modèle identitaire. Le colon avait défini sa civilisation, son identité, ma langue, ma peau, etc. Et tous les colonisés étaient rentrés dans cette logique identitaire qui très largement domine aujourd'hui. Et ce côté un petit peu de recherche de mon identité cristallisée, ce qui est à moi, ma tradition, ma langue, etc., qui était le propre de toutes les résistances à l'époque, et Glissant s'en écartait. Et lorsqu'on commence à écrire et qu'on cherche véritablement, au-delà des slogans et des attitudes un peu manichéennes, et qu'on cherche véritablement à comprendre une réalité qui est inédite, qui est composite, qui est complexe, qui est bâtarde, qui est illisible, on a besoin de discours différents. Et c'est là que le discours entier est un monument. C'est un monument d'abord dans ma démarche personnelle. Il arrive à un moment où je me demande qui je suis, comment écrire, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que j'ai à dire, quelle est je dirais la dynamique qui peut me permettre d'exister dans la littérature. C'est tellement immense. Il arrive à ce moment-là, il me donne effectivement un certain nombre de clés. D'abord, la première clé, c'est d'abord la prise en main du regard sur nous-mêmes. Il disait qu'il fallait qu'on soit anthropologue ou ethnologue de nous-mêmes. Ça, c'était important parce qu'il faut bien comprendre que jusqu'au discours antillais, on avait été habitué à être observé par les savants. Et bon, les savants les plus présents étaient les savants canadiens, avec le professeur Jean Benoît qui s'était installé à Sainte-Marie, avec toute une équipe de sociologues, ethnologues, etc., qui produisaient des travaux sur notre réalité. Et Édouard avait toujours été un petit peu choqué. Enfin bon, c'était bien ce qu'il faisait, Jean Benoît. J'ai lu tout ce qu'il faisait et ça m'a beaucoup aidé. Mais en même temps, il disait qu'on ne pouvait pas laisser la compréhension de nous-mêmes à un regard extérieur. Le regard extérieur était nécessaire, etc. Mais on ne pouvait pas se contenter de ça et qu'il fallait véritablement qu'on puisse réfléchir sur nous-mêmes, nous observer nous-mêmes et nous analyser nous-mêmes. Ce qui a donné toute la trajectoire d'Acoma et qui a donné d'ailleurs l'école, son institut martiniquais d'études, qui rentrait dans cette logique d'une reprise en main du regard et de l'analyse qu'on devait faire sur nous-mêmes. Donc, il me restitue une réalité, qui est ma réalité, avec une autorité intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours qui vient de l'extérieur, mais il bâtit une approche qui est très largement scientifique à partir de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça, c'était vraiment extraordinaire et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, l'autre élément, donc, c'est presque la première fois qu'on a véritablement cette prise en main par l'antillais de sa propre écriture. L'autre élément, c'est que à ce moment-là, ce qui est important, c'est que dans l'univers intellectuel antillais, les approches ou les études, les revues qui se faisaient étaient très compartimentées. Les disciplines étaient très compartimentées. L'économiste, le sociologue, l'historien, le ceci, le cela. Tout ça, chacun était dans sa bulle et chacun donnait son petit créneau dans son coin. Et lorsque toute l'approche d'Édouard a été une approche complètement horizontale et complètement transversale. Et toutes les sciences humaines étaient mobilisées. Et ça, c'était absolument important, parce que lorsqu'on se met à écrire et qu'il me fallait véritablement tenter de comprendre d'abord ce qu'était la littérature, mais ce que nous pouvions porter à la littérature, il me fallait véritablement une mobilisation de toutes les ressources possibles. Et ça, cette démarche complètement transversale qu'il avait initiée dans Acoma, qu'on retrouve dans sa démarche, parce que le discours antillais, c'est un peu la compilation de toutes ces interventions, ces discours, ces écrits, etc. Et ça, c'était absolument précieux qu'on n'approche plus la réalité antillaise sous un mode compartimenté et d'expertise un peu autiste, mais véritablement qu'on entre dans une sorte de balayage horizontal. Mais le plus extraordinaire, et ça c'est peut-être ce que nous n'avons toujours pas intégré aujourd'hui, c'est qu'il a toujours considéré que l'approche poétique, que l'approche artistique, que l'approche poétique était aussi importante que l'approche scientifique. Ce qui fait que ce texte est à la fois une exploration, une mobilisation de toutes les sciences humaines possibles, mais aussi un ancrage dans l'approche artistique et poétique. Les poètes sont convoqués, les plasticiens sont convoqués, les musiciens, tout est là.
Et il nous dit d'une certaine manière, à une époque où la conception de la résistance à la colonisation était très manichéenne, il nous dit que, d'une certaine manière, que le problème n'était pas d'opposer à la colonisation un contre-discours monolithique, ma langue, ma peau, ma civilisation, ma culture, mon identité, ce que nous faisions tous, mais il disait qu'il fallait répondre par une complexité nouvelle, qui était une complexité de l'humain. Tout de suite, c'est l'humain qui reprenait, ce n'était pas seulement un colonisé qui résistait, parce qu'on réfléchit bien, que ce soit le nègre marron ou que ce soit le combattant, le rebelle ordinaire, c'est toujours l'humanité, c'est-à-dire une récupération d'une humanité, et quand on dit humanité, on a une complexité inouïe qu'il essaye de transmettre. Ce qui fait que lorsque je lis ça, et ça m'accompagne et ça détermine un petit peu mon esthétique aujourd'hui, j'ai compris que le problème n'était pas de s'opposer, mais le problème était véritablement d'exister au plein sens du terme, de manière la plus profonde, la plus large, la plus complexe possible. Et ça, c'était absolument génial. Et cette démarche-là, elle a encore du mal à s'imposer dans la mesure où, ce qui est paradoxal dans la vision qu'il avait du monde et de la résistance à la domination occidentale, il a tout de suite, dès les années 50, avec l'intention poétique, il a tout de suite parlé de relations. C'est-à-dire, il avait dit que ce qui s'était produit avec la colonisation, c'était véritablement cette rencontre des peuples, des civilisations, mais aussi cette rencontre des langues, mais surtout des individus. Et que ça instituait un phénomène relationnel qui était absolument déterminant. Et que c'est le phénomène relationnel dont il fallait se préoccuper. Non pas la recherche d'une essence, d'une source perdue, mon Afrique, ma langue, mes dieux, mon sacré, etc. Mais véritablement ce lieu effervescent, bouillonnant, illisible qui donnait une réalité complètement fluide, changeante et inhabituelle et d'une complexité inouïe. Et son approche était importante parce qu'elle mobilisait à la fois, elle avait le souci scientifique, au sens les sciences sont véritablement mobilisées. D'ailleurs, dans Akoma, il s'est entouré d'une certaine manière d'experts, mais il y avait aussi cette approche du sensible, cette attention portée à l'indicible, à l'inexprimable, même, je dirais même une certaine mystique, sans sombrer dans le mysticisme, mais une attention à ce qui n'est pas de l'ordre du rationnel, de la logique et de l'évidence. Et là, il a toujours eu ce souci, et ce livre est un monument pour cela, quoi. Ça nous apprend non seulement, pas seulement à résister, mais véritablement à vivre. Et avec ça, c'est avec ça que j'écris. J'ai eu la chance, je ne sais pas, beaucoup de gens ici n'ont pas eu cette chance-là, mais je ne l'avais pas encore rencontré quand j'ai lu ça. C'est vraiment quand j'ai fini Chronique des Sept Misères, qui va apparaître en 1986, le discours part en 81, donc je suis nourri de Malmort, et puis bon, je lis le discours et je sors le 86. C'est en 86 que je vais le voir à l'UNESCO pour lui demander une préface. Et bon, il accepte. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que tout le reste, hein, et moi je suis assez surpris quand même de voir à quel point je suis imprégné du travail de Glissant, des choses des réminiscences. C'est vrai que tout auteur, c'est une bibliothèque, mais c'est aussi des réminiscences. Et j'ai une telle proximité, une compréhension immédiate, une telle fusion d'une certaine manière, quand il parlait, je comprenais immédiatement, quoi. Je n'ai jamais eu une approche intellectuelle ou universitaire, j'ai toujours eu une approche créatrice. À partir de ce qu'il faisait, je produisais ma propre esthétique, mais et cette approche-là m'a toujours paru beaucoup plus pertinente que toutes les autres. Toutes les autres m'ont toujours paru un peu étriquées, hein, l'approche universitaire, l'approche purement scientifique, l'approche linguistique, toutes ces problématiques-là. Glissant nous dit que ce qui est le plus important, c'est véritablement la dynamique relationnelle entre les phénomènes. Et que la résistance aujourd'hui se fonde non pas sur une rupture ou une construction verticale, mais véritablement sur un flux beaucoup plus horizontal, rhizomatique, quelque chose qui associe les contraires, qui sollicite l'invisible, qui sollicite les impossibles, et qui ne déserte pas la rationalité, mais qui sait que la vraie raison connaît l'irrationnel, connaît l'impossible, connaît l'impensable. Et ça, c'est une merveille, quoi. Et aujourd'hui, donc, pour moi, c'est véritablement... je pense que ça devrait être inscrit
au programme de tous les jeunes Antillais, parce que toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, et qui sont un peu les difficultés du monde, hein, nous rejoignons d'une certaine manière euh, une difficulté commune. Aux Antilles, nous avons deux problèmes, et Glissant l'a montré dans le discours antillais très rapidement. Il y a un petit contexte qui est un contexte colonial, c'est-à-dire il y a des pesanteurs historiques, esclavagistes, coloniales, une déresponsabilisation collective, une domination plus ou moins diffuse. Ça, c'est le petit contexte. Mais il faut qu'on s'en débarrasse, on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. Pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser? Parce que l'opposition à la colonisation a toujours été basée sur le discours du colonialisme. Mon identité, ma langue, mon Dieu, mon territoire, ma frontière, etc. Et l'État-nation occidental a permis de cristalliser des phénomènes civilisationnels et identitaires sont un mode manichéen. Alors que Glissant nous dit véritablement que sortir de cette approche un petit peu verticale et oppositionnelle de la résistance ou de la construction de soi, qu'elle soit individuelle ou collective, pour entrer dans cette complexité beaucoup plus trouble, beaucoup plus incertaine, beaucoup plus opaque, beaucoup moins mobilisable. C'est pourquoi la pensée de Glissant mobilise moins que la pensée de Césaire, qui est un peu simple, manichéenne, bon, le blanc, le nègre, etc., ma négritude. Ça fait du bien, parce que c'était... moins chez Glissant que chez... Alors que chez Glissant, on est véritablement... On ne rentre pas dans l'opposition manichéenne, on entre dans véritablement une approche qui est une approche poétique. Et ça, c'est important, parce que le poétique chez Glissant, c'est ce qui lui permet d'échapper à tout ce qu'il appelle les pensées de système, les système de pensée. C'est-à-dire ne pas avoir la volonté de tout expliquer, de tout résumer, d'avoir réponse à tout, d'entrer dans un absolu quand on passe d'une solution à une autre solution, mais véritablement rester dans le questionnement, dans la disponibilité, dans l'errance, dans le doute, dans l'opacité, et avec ça construire, se tenir debout malgré tout, et continuer à vivre. Et ça, c'est important, parce qu'on s'aperçoit que dans le monde relationnel, que tous les peuples affrontent aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est de se tenir debout dans l'incertain, dans le manque de certitude. Il n'y a pas d'essence identitaire, il n'y a pas de réalité civilisationnelle qui soit fixe, il n'y a que du contact, que de la rencontre, il n'y a que de la relation. Et ça, pour dire ça en 1981, c'était absolument exceptionnel, et c'est encore très très largement le credo, enfin le livre que tout le monde devrait avoir. Après, ça s'approfondit. Le discours antillais, c'est véritablement la base à partir de laquelle il va fonder le lieu. Parce que pour lui, le lieu est incontournable. C'est-à-dire, on a une approche, ce qui est important, ce sont les flux relationnels, donc c'est la complexité du monde, mais on ne va pas tomber dans le monde de manière universelle, transparente, désincarnée. Donc il fonde le lieu, et le discours fonde le lieu Martinique, le lieu Antilles, le lieu Amérique. Et là, une fois que le lieu est fondé, il va rentrer dans des explorations qui vont mener véritablement à ce concept de la relation avec tous les grands concepts qu'on connaît. Mais c'est vraiment la brique fondamentale qui permet aujourd'hui, et qui dirait à tous les peuples, aux Antillais d'abord, mais aussi à tous les peuples du monde, que le lieu n'est pas une patrie, n'est pas une nation, n'est pas exclusif de l'autre, mais le lieu véritablement, dans son approche complexe, dans sa profondeur, dans ses dynamiques d'ouverture et de réflexion, le lieu est véritablement le point à partir duquel on entre en relation avec le monde.